Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Il y a quelque temps, on vous avait demandé via notre page Instagram si vous pensiez que le sexe de l'animal jouait sur son comportement. On a pu constater que beaucoup de propriétaires le pensent et choisissent un animal aussi en fonction de son sexe. Et ça a l'air particulièrement vrai pour les cavaliers. Et oui, beaucoup de cavaliers partent avec un avis très tranché sur les juments, souvent plutôt négatif, il faut bien le dire. Il n'est pas rare d'entendre dans les écuries une personne dire qu'elle ne voudra jamais acheter une jument. Beaucoup expliquent cette différence de comportement, peut-être supposée, par les chaleurs qui seraient une source d'inconfort ou de douleur pour la jument, et par le fait que celles-ci sont entières et devraient donc être comparées aux étalons plutôt qu'aux hongres, qui eux sont évidemment castrés. Oui Laure, et on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode. Et oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de lapin dans Vétologie. C'est une espèce qu'on a un peu délaissée ces derniers temps, mais il s'avère qu'une étude italienne récente s'est justement intéressée aux différences comportementales vis-à-vis des humains entre les lapins domestiques mâles et les femelles. Il s'agit d'une publication de 2016 qui s'est focalisée sur la perception du comportement des lapins par leurs propriétaires et c'était une étude sur questionnaire. Vous êtes maintenant familier du fait qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur questionnaire auprès des propriétaires. Donc là, les auteurs ont comparé les réponses obtenues auprès de 308 propriétaires de lapines et 326 propriétaires de lapins. Pour résumer, l'objectif des auteurs était de voir si le sexe et le statut reproducteur stérilisé ou non avaient une influence sur des comportements communs des lapins de compagnie, parmi lesquels la peur des bruits, la peur des nouveaux objets, la peur des humains familiers et des étrangers, les comportements d'agression envers le propriétaire ou les étrangers, le marquage urinaire et les comportements de recherche d'attention envers le propriétaire. En somme, tous les comportements qui peuvent poser problème et connoter de manière positive ou négative la relation humain-lapin. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que des différences existent effectivement. Les femelles sont 2 à 3 fois plus susceptibles de montrer des comportements d'agression envers les humains, familiers ou non, et ce quel que soit leur statut reproducteur. Alors que les mâles castrés ont significativement plus tendance à être agressifs envers le propriétaire que les mâles entiers. Enfin, les lapins mâles, qu'ils soient castrés ou non, ont significativement plus tendance à rechercher le contact avec leur propriétaire que les lapines. Attention, l'article ne dit pas du tout que le seul facteur expliquant les comportements d'agression est le sexe du lapin. Il y a de nombreux cofacteurs. Par exemple, les lapines de cette étude présentent également plus de comportements de peur des humains et la peur est une excellente motivation pour agresser. Et ces lapines, elles sont aussi plus souvent détenues seules en cage. Alors qu'on le rappelle, le lapin est un animal social et qu'il est indispensable de les héberger au moins par 2, comme pour les chevaux d'ailleurs. Donc, vivre seul en cage et avoir peur de l'humain sont 2 excellentes raisons d'être agressive lorsqu'on est manipulé par son propriétaire. Les auteurs soulèvent un autre point très intéressant dans la discussion pour expliquer pourquoi les lapins castrés sont plus agressifs envers les propriétaires que les lapins entiers. Selon eux, c'est possiblement parce que ces lapins présentaient des comportements d'agression qu'ils ont été castrés, car bien souvent, les vétérinaires et les propriétaires estiment à tort que l'agression est motivée par le comportement sexuel. On peut maintenant aller regarder du côté du chien. Dans cette espèce, il apparaît également une différence entre les mâles et les femelles. On a la chance d'avoir des sources en français pour une fois grâce au rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et ce rapport porte sur le risque de morsure par les chiens. Les auteurs ont compilé toutes les connaissances disponibles afin d'identifier d'éventuels facteurs qui pourraient prédire le risque de morsure. Le rapport est particulièrement intéressant et disponible gratuitement en ligne, on vous mettra le lien. Et ce que dit ce rapport, c'est, je cite, « Plusieurs études mettent en évidence que le sexe du chien est associé aux morsures de façon statistiquement significative. Les chiens mâles sont plus représentés parmi les chiens mordeurs et présentent une plus grande probabilité d'exprimer des comportements d'agression pouvant aboutir à une morsure que les chiens femelles. » On a donc l'inverse de ce qu'on observe chez le lapin. Et question légitime, que dit ce rapport sur l'impact de la stérilisation ? Question effectivement largement débattue. On cite toujours le rapport.
Concernant le statut reproducteur, c'est-à-dire la comparaison de femelles et mâles castrés ou entiers, les études ne font pas consensus, en particulier en raison des contextes très variables, donc agressivité versus morsure, défense de ressources, humain connu versus inconnu, etc. Il est ainsi difficile d'interpréter des associations entre la castration et la modification de la survenue des comportements agressifs. En clair, on ne sait pas trop. En tout cas, la stérilisation ne permet pas de prédire une future modification des comportements d'agression. Stériliser un chien parce qu'il est agressif n'est donc pas un bon motif. Ok, donc chez le chien, le sexe de l'animal a un impact sur les comportements d'agression envers les humains. Mais est-ce que le genre joue sur d'autres types de comportements ? Eh bien, là aussi, on a quelques pistes, mais les résultats de différentes études se contredisent un peu. Les publications tendent à montrer que les mâles seraient plus impulsifs et moins sociables, alors que les femelles seraient plus peureuses. Cependant, la stérilisation complique toujours le tableau. Il y a également une étude de 2022 qui s'est intéressée aux différences entre les chiots mâles et femelles dans leur capacité à résoudre des tâches. Donc les chercheurs ont pris 77 jeunes chiens âgés de 3 à 6 mois et qui n'étaient pas stérilisés. Ils les ont placés dans une pièce avec des puzzle feeders, donc des puzzles que les chiens doivent résoudre afin d'obtenir de la nourriture. En tout, les chiots pouvaient résoudre jusqu'à 5 tâches pendant les 2 minutes que durait l'expérience. Ce que les auteurs concluent, c'est qu'il n'y a pas de différence significative en termes de performance. Mais quand même, les chiots mâles sont plus rapides que les femelles à résoudre les tâches et les jeunes femelles, elles, ont plus tendance à exprimer des comportements que les auteurs qualifient de sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder le propriétaire ou la personne inconnue qui est dans la pièce ou encore essayer d'interagir avec les humains qui sont présents. Ok, alors on continue notre tour de table des animaux de compagnie. Qu'en est-il pour les chats ? Alors Mathilde, pour les chats, il y a des différences nettes entre les mâles et les femelles. Déjà, le domaine vital des chats mâles est environ 4 fois plus grand que celui des femelles. Et le domaine vital des chats entiers est plus grand que celui des chats stérilisés. On sait également que les chats mâles ont plus tendance à marquer que les femelles, même si certaines femelles peuvent marquer, c'est juste plus rare. Par contre, sur les comportements en lien avec les humains ou les congénères, c'est moins clair. En effet, on a trouvé une référence à un livre publié en 2013 qui conclut que les mâles sont en général plus affectueux avec les humains, alors que les femelles seraient plus peureuses et plus agressives. Mais il y a évidemment de grandes variations individuelles. Quant aux relations entre chats, on a une publication qui date de 1999 qui a regardé 60 foyers où vivaient 2 chats d'intérieur stérilisés sur une durée de 10 heures. On avait donc des couples de chats composés soit de 2 mâles, soit de 2 femelles ou d'un mâle et une femelle. Le genre de chat n'avait pas d'influence sur le nombre de comportements affiliatifs et agonistiques observés. Plus la durée de cohabitation était longue, moins les comportements d'agression étaient nombreux. Les auteurs notent quand même que les chats mâles passent plus de temps à proximité l'un de l'autre. Ils insistent aussi sur le fait que les différences individuelles sont évidemment très importantes. Et si on revenait aux chevaux alors ? Est-ce que les juments sont aussi diaboliques qu'on le dit ? Alors, petite expérience personnelle, j'admets que ma jument est plus délicate à monter que mon hongre. Mais une anecdote ne fait pas la science. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette différence entre deux. Comme la race, l'âge, les conditions d'élevage et bien sûr le fait que mon poney est stérilisé alors que ma jument ne l'est pas. C'est certain que les préjugés sur les juments sont extrêmement courants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode sur le tempérament et sur son évaluation qui est sorti au cours de la première saison. On vous avait parlé d'un outil d'évaluation du tempérament des chevaux, l'IBARC, pour Equine Behavior and Research Questionnaire. Eh bien, des chercheurs australiens ont étudié les réponses obtenues auprès de 1233 propriétaires ayant rempli le fameux IBARC pour leur cheval, afin de voir s'ils pouvaient identifier des différences liées au genre du cheval sur son comportement, et notamment lors du travail monté. C'est une étude signée par l'équipe de Paul McGravy, qui est un peu le pape des sciences de l'équitation, et donc moi j'ai tendance à lui faire entièrement confiance. Voici ce qu'ils observent. Les hongres ont plus tendance à mâchonner les longes à la tâche, et là je fais une petite dédicace à Borgia qui fait ça effectivement. Quant aux femelles, elles ont plus tendance à ne pas se laisser attraper au paddock. Par contre, aucune différence entre hongres et juments n'a pu être mise en évidence sur les comportements lors du travail monté. Reste l'épineuse question des comportements liés aux chaleurs. Et sur ce sujet aussi, on a trouvé une étude très récente à partager avec vous.
Et oui, parce que les juments sont souvent étiquetés avec le terme péjoratif que personnellement je déteste de juments dites pisseuses, et l'on met sous le coup des hormones, des comportements conflictuels lors du travail monté. Or, cette étude parue tout début 2023 a justement étudié les changements physiologiques et comportementaux pendant les chaleurs, qu'on appelle également l'œstrus. Les auteurs ont observé l'activité cardiaque, la température, les relations inter- et intraspécifiques, le temps passé debout et l'activité locomotrice de 15 juments adultes pendant les chaleurs et après. La conclusion est claire. Les juments en chaleur ne présentent pas plus de comportements négatifs envers les humains ou envers leurs congénères. Elles ont plutôt une baisse de leur activité locomotrice et une augmentation du rythme cardiaque. 2 indices qui montreraient en fait qu'il est probable que les juments en œstrus souffrent d'un inconfort abdominal, voire d'une douleur, qui rend le travail monté difficile à certaines périodes du cycle. On le répétera jamais assez, mais il faut toujours chercher une douleur lorsqu'un cheval présente des comportements conflictuels, et notamment lors du travail monté. Et pour finir, il y a un autre facteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la couleur. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos sur Instagram qui comparent Léon Grebet aux juments alezane. Est-ce que la couleur de robe joue réellement sur le tempérament et donc sur le comportement des chevaux ? Ah, Mathilde, ça mérite un autre épisode, non ? Et oui, quel suspense! On pourra prévoir un autre épisode multi-espèces sur les liens entre robe et comportement et répondre à une question fondamentale. Est-ce que les chats tricolores sont vraiment plus difficiles que les autres ? Ah, j'ai hâte et j'espère que vous aussi. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et on reste à votre disposition pour échanger via notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et on vous dit à très bientôt dans Vétologie.